Passion Auto Rétro vous est présenté par Hagerty, assurance de voitures classiques. Bonjour à tous, bienvenue à Passion Auto Rétro. Aujourd'hui, c'est de la marina de Saint-Romuald qu'on vous présente l'émission. Cette semaine, on vous présente une voiture qui a été produite entre 1967 et 1972. C'est d'ailleurs l'ancêtre de la fameuse Honda Civic. Donc cette semaine, on vous présente une Honda AM600 et je vous la fais découvrir avec Michel Turcotte. La première création automobile de Honda fut la S360, un petit coupé sport équipé d'un moteur de 360 cc disponible à partir de 1962. Cependant, la première voiture exportée en Amérique est la N600, produite de 1967 à 1973. Cependant, elle n'était pas disponible au Canada. Curieusement, ce sont les États-Unis, en 1969, qui ont eu le privilège de la voir, même si ceux-ci n'étaient pas particulièrement friands de petites voitures. L'objectif était de compétitionner avec la Mini Austin. Elle a été remplacée en Amérique par la Honda Civic, qui connut et connaît encore un grand succès au Québec. Monsieur Turcotte, vous êtes propriétaire d'une voiture très rare. On n'en voit pas au Québec du tout. C'est une Honda AN600 1972. Exactement. Très, très rare. Mais avant de parler de la voiture, j'aimerais ça qu'on parle un peu de votre enfance, votre passé, le lien avec l'automobile. C'est quoi les premiers contacts que vous avez eus avec l'automobile? Avec la voiture ancienne, je crois que c'était autour de 17 ans. J'avais trouvé une vieille Dodge 48 dans une cour qu'on appelait à l'époque les cours à scrap. Oui, la ferraille. La ferraille. Et puis, il fallait que je l'emmène chez un de mes amis dans le même rang, à peu près à 2 km de la cour à scrap. Dans quel état est la voiture? Là? C'est une voiture qui roule à peu près? Le moteur fonctionnait, mais il n'y avait pas de frein dessus. OK. Alors, il a fallu la pousser pour l'emmener chez mon ami. Mais pousser pour monter les côtes, mais on les retenait à l'ancienne méthode avec un câble pour descendre les côtes. Ça servait de frein. Fait que c'est lui qui me ralentissait. On a tourné ça dans le cours chez eux et ça a été le premier achat d'une voiture ancienne. À cet âge-là, on aime ça, les risques, hein? Pas mal. J'ai pris le risque que mon père veuille, mais il n'a pas voulu. Ah non, la réaction quand il a vu la voiture, c'était? Tu revends ça, il n'est pas question. T'es pas majeur, c'est 21 ans à être majeur, puis t'as seulement que 17 ans. Alors, tu revends ça, il n'est pas question. Vous l'avez revendu, j'imagine, vous n'avez pas le choix, là. Je l'ai revendu. C'était le seul contact que j'ai eu avec la voiture ancienne. Donc, il faut dire, à l'époque, il fallait avoir 21 ans pour conduire, 21 ans pour contracter, je crois aussi, hein? Faire des contrats. Oui, c'est ça. Mais vu que c'était une voiture qui venait d'une cour à scrap, il n'y avait pas de papier. Je pouvais le faire, mais l'âge majeur, comme mon père disait, c'est 21 ans. Et à l'âge de 21 ans, le gouvernement a décidé de mettre l'âge majeur à 18 ans. Donc, j'ai perdu 3 ans de ma vie. Ah oui, effectivement. Pour un gars qui aime, ou une femme qui aime la voiture, aime conduire, moi aussi, j'ai pris mon permis très jeune, justement, pour gagner ces années-là. Ça vous a permis, après ça, de pouvoir réaliser vos rêves. Avez-vous regardé des voitures antiques quand vous avez eu votre permis ou vous êtes tombé dans la régularité de la vie, des voitures normales? Non, c'est ça. Ça a été mon seul contact avec la voiture ancienne, comme je disais. Et après ça a été la vie courante, les automobiles d'occasion. J'ai jamais été un vrai fan fini de la voiture. Moi, c'était une voiture pour le déplacement tous les jours.
Un moyen de se déplacer C'est ça. économiquement, c'était ça pour vous, une voiture. Par ça. contre, est arrivée par la suite votre retraite, on va en parler un petit peu, et c'est là que l'intérêt pour la voiture antique s'est réveillé. Oui, à ma retraite, j'ai pris une année sabbatique à rien faire, juste à réfléchir qu'est-ce que je ferais bien comme passe-temps à ma retraite. Et l'idée de restaurer une voiture ancienne m'est venue. J'ai dit, oui, ça va être ça mon projet. Dans le prochain bloc, on va aller pousser un petit peu. Pourquoi vous avez choisi ce genre de voiture-là? Très bien. Cette semaine, Mario, on parle d'un véhicule fabriqué en 1952, le Oui. Bedford. Le Bedford, exactement. Alors, fabriqué de 1952 à 1969. Le modèle que je vous présente, que vous allez voir à l'écran, c'est un 1966. Il y a une histoire quand même intéressante associée avec ce véhicule-là. On va parler un petit peu du véhicule, mais je vais vous parler surtout de l'histoire. Qu'est-ce que ça l'a amené dans le portrait européen au départ. D'abord, le modèle, c'est un petit modèle, comme tu peux voir, de style fourgonnette. Oui, une petite fourgonnette. Donc, c'est ça. Et on avait toutes les fonctionnalités intéressantes dedans. Ce qu'il faut retenir, c'est que ce véhicule-là, au Royaume-Uni, était considéré comme, excusez-moi l'expression, un break, une station wagon, une camionnette, si on veut. OK. Et ce type de véhicule-là était taxé par le gouvernement britannique parce que c'était considéré comme un véhicule de service, un véhicule commercial, un commercial de petit peu. livraison ou autre. Donc, c'est pas pour un individu, c'est dans leur tête pour un commerce. Exact. Alors, vous comprenez très bien que ce type de véhicule-là n'était pas dédié à faire de la livraison, mais plutôt non. à un véhicule de loisir. Donc, il était taxé. Et cela nuisait énormément aux ventes du véhicule, mais pas juste pour Bedford, à toutes les autres compagnies qui se lançaient dans ce créneau-là avaient un problème également de vente à cause de cette dite taxe-là. Donc, la compagnie a décidé de poursuivre le gouvernement britannique OK. pour alléger de ce fardeau fiscal. Alors, on a gagné notre cause et, ceci étant dit, bien, ça a ouvert la porte à l'élargissement, justement, de ce créneau, de ce type de véhicule-là, pour pouvoir permettre aux gens de se procurer un prix raisonnable puis de pratiquer un loisir intéressant, soit le camping. Probablement qu'en Europe, c'était aussi la bougie d'allumage de toute une industrie qui a grandi grâce à cette souplesse-là du gouvernement. Oui, là. parce que là, on a ouvert également le marché des minibus à conversion camping-car. Donc, c'était un marché très florissant à ce moment-là. Et le petit véhicule, bien, je voulais vous en parler justement à cause surtout du côté fiscal que ça l'a amené. Un côté très, très important dans la suite des événements. La semaine prochaine, je vais vous parler d'un autre véhicule. Là, vous allez vraiment... c'est vraiment surprenant. Je l'appelle le Compact. Pas le Compact, le Compact. C'était fait par Sportman. On va parler de VR qui va peut-être sur l'eau. En tout cas, je vous laisse miroiter ça. On en parle la semaine prochaine. Plutôt intéressant ce qui s'en vient, Mario. Oui. Merci encore. Merci. Cette chronique vous a été présentée par le magazine V8 Passion. Le 14 février 1972, c'est la sortie aux États-Unis de la comédie musicale Grease, qui sera jouée 3388 fois à Broadway. La production donnera ainsi naissance 6 ans plus tard à la version cinématographique, qui sera un succès mondial. Le 17 juin 1972, la police américaine surprend 5 espions posant des micros dans l'immeuble du Parti démocrate. Les journalistes Woodward et Bernstein du Washington Post affirment, suite au dire d'une mystérieuse source, que le président Nixon est à l'origine de cette opération. L'affaire Watergate fait bientôt la une de tous les journaux. Tantôt, M. Turcotte, on a vu un peu le lien entre l'automobile et votre jeunesse. Là, on va se concentrer plus sur cette voiture-là, qui est une voiture très rare. La première question que j'ai à vous poser,
Pourquoi une Honda de cette année-là? C'est rare, il y a peu de gens qui connaissent ça. Comment vous avez fait de tomber sur cette voiture-là? Sur Kijiji, OK, aussi simple que ça? aussi simple. Et j'en ai trouvé 2 dans la même semaine à vendre sur Kijiji. 2 Honda Et- comme ça la même semaine. Oui, et j'aurais dû aller me chercher une 649. Oui, à votre place, je l'aurais pris. Ah oui, hein? De toute façon, je savais pas qu'elle était rare quand j'ai commencé le projet. Et ça a débuté étant donné que j'avais seulement qu'un petit garage pour restaurer. Je pouvais pas restaurer genre Camaro, Mustang, des grosses voitures. Donc, vous, l'espace, c'est un item important. Ça a compté dans la décision. Alors, j'ai opté pour le Honda. J'avais regardé aussi genre MGB, Triumph, Les petites anglaises. les anglaises. Oui. Et puis, je croyais que les pièces étaient plus difficiles à trouver sur les voitures anglaises que japonaises parce qu'on avait des concessionnaires ici. Et ça a tout été le contraire. Les pièces ont été plus dures à trouver pour la AN600 que pour une voiture anglaise. C'est pas évident, j'imagine. Il faut faire des bonnes Non. recherches, il faut avoir un bon réseau de contacts. Là. Oui, ça, on construit le réseau de contacts à chercher sur Internet. Et une chance qu'on a Internet aujourd'hui, le projet, je l'aurais jamais fait. On se dit, sans Internet, ça deviendrait un projet extrêmement complexe, puis long. Oui, parce que je suis pas bilingue. Alors, contacter les Américains pour avoir des pièces, ça n'aurait pas été possible. Là. Et on parle pas japonais non plus. Puis on ne parle pas japonais. Nous, on va se déplacer un peu dans la voiture, on va aller rouler ensemble, puis on va parler de la restauration que vous avez faite, parce que c'est une restauration quand même qui demandait, entre guillemets, beaucoup de débrouillardise. C'est une restauration complète, showroom. On va se promener un peu. OK. Monsieur Turcotte, la voiture, quand vous l'avez achetée, dans quel état elle était? Celle-là était dans un garage de restauration, mais la personne a abandonné son projet. Alors, Ça je arrive l'ai souvent à je- M. Turcotte. je l'ai eu. Ça arrive souvent, ça. Oui. Que les gens commencent un projet puis ils l'abandonnent en cours de route par découragement. Alors, vous, Exactement. Vous êtes le deuxième. Alors, j'ai ramassé le projet et il était dans. Le moteur fonctionnait, mais la ligne à gaz était bouchée. Alors, pour l'alimenter, il fallait avoir un contenant d'essence accroché pour pouvoir faire tourner le moteur. La carrosserie, après un sablage le total de la carrosserie, j'ai découvert différents endroits où il y avait de la rouille, où il y a des endroits où les trous avaient été bouchés au poté de remplissage. Moi, j'ai tout enlevé et toute la réparation a été faite avec de la tôle Vous avez démonté la voiture en pièces, au complet. puis au complet, ce qu'on appelle dans le commun une broche. Dans le fond, on démonte la voiture au complet, puis vous Et- avez, chaque pièce a été refaite et corrigée. Exactement. Chaque boulon sur cette auto-là, je l'ai enlevé. Tout a été nettoyé, sablé à grandeur, en dessous, dans les ailes, dans les portes, même dans le plafond. Travail de moine, là. Oui. C'est ce qu'on appelle les restaurations showroom. Combien de temps ça a pu prendre grossièrement en heures, là, si on calcule le total du projet? Au début, vu que j'étais à ma retraite, j'avais décidé de plus puncher mon temps. C'est ça, de se laisser aller un petit peu. Mais au début, je calculais mes heures, mais je m'étais aperçu que j'étais tanné de puncher, qu'on appelait, là. Vous, c'est un hobby, vous ne vouliez pas travailler, vous voulez vous amuser sur un projet de C'est ça. retraite. Alors, à un moment donné, j'ai commencé à compter ça en mois. Et puis, j'ai abandonné l'idée de calculer les mois. J'ai été en nombre d'années. Ça a pris 4 ans pour la restaurer, dont 3 mois avec une écœurantite aiguë, où j'ai tout arrêté ça. Mais puis, à un moment donné, j'ai dit, ah non, faut que je me suis promis de le faire, je vais le faire. C'est des projets d'envergure. Souvent, d'ailleurs, la première personne qui l'a commencé s'est découragée. Vous l'avez continué. Il y a presque eu une période de découragement.
c'est des projets qu'il faut s'investir, il faut avoir la passion, puis il ne faut pas compter son temps. Ah, faut pas. Il faut vraiment pas compter le temps. Là. Non. Pour ça, j'ai arrêté de puncher. À la retraite, on ne punche plus. C'est du 8 à 5. Là. On veut changer les idées puis profiter de la vie un petit peu. Sur la route, c'est une voiture quand même qui me surprend. Ça me fait penser beaucoup à la Mini, au petit comportement routier. Puis c'est sûr qu'elle est facile à placer, mais quand même, c'est agréable comme comportement routier. Ah oui. Et comme disait, si on compare avec la Mini, c'est comme disait Soichiro Honda, c'est que c'est comme ça que la Mini aurait dû être construite. Et ça a été dit. Et ça a été dit. Nous, on se retrouve sur le plateau. Merci pour la balade. Cette semaine à l'émission, on parle d'huile à moteur avec Marc Dupertec. Bonjour Marc. Hey, salut Eric, ça va bien? Très bien. Good. Cette semaine, on parle d'huile aux performances et on parle d'huile hot rod. C'est bien ça? Oui, ben c'est ça. Alors, les huiles pour tout ce qui est, je dirais, les muscle cars, véhicules classiques, hot rod, tout ce qui est les véhicules, là, je te dirais, des années 70 et auparavant. Parfait. Là, on va dans les huiles, on va expliquer un petit peu le pourquoi du comment, pourquoi qu'une huile s'adapte bien à ce style de voiture-là. On commencera-tu par les grades qui correspondent à la voiture qu'on a devant nous? Ben, à ce moment-là, il y avait des grades qui sont un peu différents des grades qui sont les plus populaires aujourd'hui. Mais ce qui est le plus important dans tout ça, c'est que à l'époque, les huiles moteurs avaient une particularité, c'est qu'il y avait un taux de zinc élevé. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Les huiles sont bâties différemment par le fait que c'est pour des questions environnementales en grande partie. Et les technologies qu'on emploie, donc, sont, je dirais, différentes. C'est pas les mêmes bases technologiques. C'est pas les mêmes bases et les moteurs sont conçus différemment. Alors, à l'époque, tu avais des flat tamped cams, des roller cams, etc. Donc, ça demandait, c'était des pièces à usure élevée, que s'il n'y avait pas vraiment un film de lubrifiant qui est créé par le zinc, ça usait prématurément. Donc, à ce moment-là, on avait une mécanique qui s'usait, les segments s'usaient plus vite, donc le moteur durait moins longtemps. Exactement, mais ça se passait surtout au niveau des cams et ailleurs aussi, mais ça prenait un taux de zinc élevé. Donc, qu'est-ce qu'on fait, nous autres? On a créé des huiles de niche spécifiques avec les huiles de base d'aujourd'hui, qui sont de meilleure qualité que les huiles d'antan. Alors, on a des huiles au niveau minéral et 100% synthétique. On offre des grades qui sont les grades de l'époque. Alors, une grade 10-30, qui est étonnamment notre plus populaire, et le grade 20-50. C'était le grade qu'on voyait quasiment toujours à l'époque? C'était les grades de l'époque, exactement. C'était le 10-30, c'était le grade. Et en performance, c'est là qu'on s'en allait dans le 20-50. OK. On a ça en minéral. Alors, c'est notre gamme Muscle and Hot Rod. On a en minéral et en 100% synthétique. Alors, on a les deux 10-30 ici. OK. Alors, la minérale, la 100% synthétique. Et on a le grade 20-50, qui est pour les applications, comme je disais. Là. Alors, quand on va arriver dans des moteurs comme, je sais pas moi, un 427 Big Block ou 426,5, 440 ou tous ces beaux moteurs-là, c'était de mise d'employer une 20-50. Si on résume un petit peu, on a un peu le meilleur des deux mondes. On a de l'huile, une base technologique où on ajoute des éléments qu'on mettait autrefois pour justement permettre au moteur de s'user tranquillement et également d'avoir une performance élevée. Alors, c'est ça. Alors, on a des performances accrues versus ces huiles-là. On a la technologie des huiles de base qui a avancé depuis et aussi la technologie des additifs. Puis, de la manière qu'on formule, là, on formule en optimisant vraiment le mélange pour faire en sorte de créer la meilleure huile possible, de créer une huile qui fait une différence qui est, je dirais, appréciable pour le client. On est vraiment dans un marché niche, ciblé avec des mécaniques niche, fait qu'on prend un produit qui est ciblé pour ça. Exactement. Comme exemple, cette voiture-là qu'on a ici avec nous autres, un beau petit 351 Cleveland, ça serait
ce serait plus... Ça serait un typique, mettons, une 10-30, ou s'il est monté un petit peu, ben, les gars vont souvent vers la 20-50. Ou si ça chauffe, moindrement, ben, c'est tout de suite 20-50. Parfait. Nous, on va le découvrir ensemble. C'est une petite voiture que tu ouais. aimes beaucoup, que tu apprécies, puis c'est Ouais. une voiture qui était dominante dans le marché, la Mustang. Exactement. Marc, une Mustang, c'est une voiture que tu apprécies beaucoup. Ouais. Parle-nous un peu de ce modèle-là qui est assez particulier. Alors, ça, c'est un Mustang 70, c'est un Grande. C'est pas un coupé, c'est pas un fastback, c'est le modèle comme entre les deux. Et c'est assez bien comme voiture. C'est une voiture qui est vraiment le fun, qui me rappelle des bons souvenirs parce que j'avais une cousine qui en avait une. Et c'est une belle ligne de voiture, c'est plus classique. Et puis, ce modèle, celui-là, là, on voit le toit de vinyle, etc. Belle ligne de toit. C'était un modèle qui était considéré peut-être un peu plus de luxe à l'époque. On sent plus le prestige de la voiture. On la sent un peu moins sportive à cause de la coupe, effectivement. Ouais. Plus classique un peu. C'est ça. Oui. Pour les huiles Hypertech, où on peut les trouver? Bien, entre autres, on peut les trouver chez notre ami Christian Lajeunesse, Nest Customs, ou son garage Autopro sur le boulevard Sainte-Anne. Alors, puis on leur remercie d'ailleurs de nous accueillir chez Nest Customs pour nous permettre de tourner. C'est très apprécié. Super apprécié, puis sérieusement, une personne qui a du talent. Vraiment beaucoup de talent. Incroyable. Tu as bien raison. Merci, Marc. Merci. Pour expérimenter l'excellence, ce volet vous a été présenté par les lubrifiants Hypertech. Monsieur Turcotte, merci pour la belle petite balade. Super agréable. Oui. On va parler un peu de Monsieur Honda, parce que Soichiro Honda est une personne qui avait énormément de réputation dans le monde de la mécanique automobile. C'est un fils de forgeron, dans le fond, qui a commencé dans le monde des vélos. Par la suite, M. Honda a lancé sa fabrique de segments de pistons, si on veut, des rings. C'est là qu'il a travaillé beaucoup les alliages, qu'il a commencé à prendre des connaissances. Là. Oui, pour les moteurs à refroidi à l'air, c'était la difficulté, les segments. Alors, lui a travaillé sur à différents alliages pour réussir à trouver la recette miracle que beaucoup de compagnies qui ont suivi ont adopté ces segments de piston. Il faut le dire aussi à l'époque, moteur refroidi à air, température plus élevée, Plus élevé. usure, donc consommation d'huile aussi. Donc, de faire un segment de piston adéquat, c'était quelque chose vraiment qui était demandé par l'industrie automobile à l'époque. Oh oui, oh oui. Et c'est ce qui a fait aussi la renommée de la Honda, c'est les segments de piston qui ont amélioré de beaucoup la qualité du moteur Honda. Qui Effectivement. rend très résistant à la chaleur et Bon. les moteurs qu'on connaît aujourd'hui. Là. Il va falloir attendre 1947 pour qu'il fonde sa compagnie. C'est en 1947 qu'il la fonde. Puis là, ça commence. Là, il est dans la moto. En fait, il prend des vélos puis il les motorise au début. C'est un peu ça qu'il fait. là. La première moto, c'était un vélo qui il a installé un moteur dessus. C'était pour sa femme. Ah oui, c'était pour sa C'était femme. pour sa femme. Et ça lui a donné des idées. Après ça, il a Et développé. il a développé la moto à partir de là. Différentes cylindrées, les CB 450, 750 qu'on connaît comme ancienne moto. Effectivement. Mais le département de moto, aujourd'hui, c'est très différent de le département Honda Auto. C'est deux entités. Deux entités bien différentes. Il va falloir attendre 1962 pour voir les premières voitures. C'est ça? C'est Oui, 62? exactement. C'était la série à ce moment-là? S600. S600. Oui. Puis il y avait différents... 600 pour 600 cc. 600 cc, mais c'était un moteur 4 cylindres refroidi au liquide. Contrairement à la AN, qui était un moteur refroidi à l'air. OK. Puis après ça, Honda fabriquait ces voitures-là. Il va falloir attendre 1967 là, pour voir apparaître ce genre de voiture-là. La N600 est apparue du côté européen. Et en Amérique, c'était AN600, le A justement pour American. C'était la nuance. C'était entre pour les deux. identifier que le véhicule, c'était un véhicule exporté aux États-Unis. Le Canada n'a jamais vendu. OK. D'où la rareté ici. C'est exactement. Arrive l'année 1972, année mémorable pour Honda. C'est l'arrivée de la fameuse Honda Civic. Donc, c'est un peu le grand-parent de la Civic. Exactement. On s'amuse à dire que c'est l'ancêtre de la Civic. La Civic a été apparue en Europe en 72
mais elle n'était pas encore arrivée aux États-Unis ni au Canada. L'arrivée de la Civic au Canada et aux États-Unis, c'est en 1973. C'est là que Honda a établi son réseau en Amérique complet. Avec concessionnaires. Avant 1973, c'était les concessionnaires de motos qui pouvaient en vendre. Mais OK. c'était un choix personnel que les concessionnaires de motos avaient. Ils n'étaient pas obligés de vendre l'automobile. Donc, après ça, 2 entités indépendantes, un beau réseau flambant neuf en Amérique, des usines en Amérique. Arrivera en 1976 la Honda Accord, la Prélude et Honda étant finalement lancée. Ah oui, depuis... la Civic a lancé la Honda en Amérique. Vraiment, là, c'est une expérience incroyable pour une compagnie qui, dans les années 40, faisait à peu près rien et qui, dans les années 80, devient une multinationale réputée dans le monde. Ah oui. Monsieur Turcotte, je vous remercie beaucoup d'avoir partagé votre expérience d'une voiture vraiment unique. Merci encore. Merci. La voiture de la semaine vous a été présentée par Hagerty, assurance de voitures classiques. C'était Éric Fortier, bien j'espère que vous avez apprécié au nom de toute notre équipe. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous donne un rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission Passion Auto Rétro. Passion Auto Rétro vous a été présentée par le magazine V8 Passion.